que donc c'était majoritairement des tuteurs familiaux plus des personnes qui AS, éducateurs, qui travaillent actuellement à la GED. Et une des premières choses qui nous a marqué dans ce groupe-là, c'est les tuteurs familiaux qui disaient, ben voilà, nous on a commencé à relire cette recommandation et on s'est rendu compte que beaucoup de choses étaient éloignées de notre pratique. Que nous, on était des parents et que on continue de protéger la personne comme étant notre enfant. Et est-ce qu'on est dans la bonne position? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'était beaucoup de questionnements et beaucoup d'émotions pendant ce temps de groupe parce que effectivement, ben, ça résonnait en se disant comment la question d'autonomie, la question de pouvoir d'agir, de laisser la parole et de ne pas surprotéger. On est toujours dans une dimension qui est positive, hein. On n'était pas dans une dimension négative, mais comment je me positionne? Et donc, eh bien, ce n'était pas forcément évident. Comment se mettre dans cette position donc là, on est bien dans l'amont, hein. Comment on va aller dans la mesure de protection? Donc, ont été soulignés comme des mots comme information, comme respect, comme éthique, comme communication, comme droit, comme choix et comme écoute. Et effectivement, bah, ces mots-là ont résonné fortement. Et comment on fait pour écouter quand on peut être dans l'opposition? Puisque ben, on peut avoir de l'opposition, alors qu'on soit tuteur familial ou pas, hein, mais on peut avoir de l'opposition. Comment on continue d'être dans l'écoute? Comment aujourd'hui on peut vérifier la parole, comment on peut accompagner la parole, puisque on était au sein d'Algène, où parfois ben, on peut avoir des handicaps qui sont lourds dans la question de l'accompagnement de la parole, dans la prise en compte de la parole, et comment on fait effectivement pour permettre d'adhérer à cette demande de mesures de protection. On n'est pas encore dans la mesure, hein, dans cette demande de mesures de protection. Comment on fait pour que aujourd'hui on puisse relayer des informations qui soient adaptables et pertinentes, que la personne comprenne. Une mesure de protection, elle est vécue, elle est vue comme étant une privation de liberté. Oui, mais est-ce que ce n'est que ça? Et des échanges que j'ai eus tout à l'heure, effectivement, c'est pas forcément que ça, la question de la mesure de protection, et heureusement. Comment on peut utiliser un support de communication qui faciliterait cette information, et pour les personnes, et pour les familles, mais aussi pour les professionnels. Et puis, beaucoup de questions parce que souvent, on agit dans une question d'urgence et que l'urgence en justice, eh bien, des fois, ça peut être excessivement long. Une demande de mesures de protection peut être traitée au bout d'un an. Et donc, comment on fait? Parce que pendant cette année-là, ben, on a bien constaté, on a vu, et le temps qu'on ait l'adhésion, ben, comment on va faire? Et puis, tout a été le travail sur l'adhésion de la personne. Pour eux, et ce qu'ils ont exprimé, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire. Chaque cas est complètement différent. Quand on parle d'individualisation de la mesure de protection, bah déjà dans l'amont, il y a déjà la question d'individualisation. Que quand on est un proche, c'est parfois difficile d'accompagner dans cette démarche parce que bah, ça fait résonner beaucoup de choses, même personnelles, qui sont difficiles à prendre en compte. Mais aussi, quand c'est les professionnels qui font la démarche, c'est comment considérer les proches et les relations qu'ils peuvent avoir avec le majeur protégé, le futur majeur protégé, pardon. Et ben, comment on fait? Parce que parfois, les familles ou les proches peuvent être plus toxiques, ou alors pas jusqu'à une toxicité, mais ça peut être complexe aussi. Et comment on fait pour accompagner cette démarche-là? Donc, beaucoup de questions, beaucoup d'émotions pendant ce temps-là. Mais vraiment, ce qui est ressorti de manière très forte, c'est la question de la communication et du respect. C'est les deux points forts qui sont ressortis sur cette question, sur cette dimension. A été citée quand même la question des droits fondamentaux, parce que comment on s'interroge sur ces droits fondamentaux, donc Cadran on a beaucoup dit avant, donc je ne vais pas relancer là-dessus, mais voilà, c'était un moment important pour toutes les personnes qui étaient là et qui pour la première fois étaient associées à une recommandation HS, parce que tuteurs familiaux, recommandation HS, ça paraît très loin, alors qu'elle s'adresse certes au service de protection, mais si vous regardez la dimension de la recommandation HS, elle s'adresse à tous les établissements socio-médico-sociaux, aux tuteurs familiaux, aux tuteurs privés, il s'adresse à tous. Donc voilà. Voilà en résumé ce qui a pu être dit à la LGED. Alors j'ai essayé de regarder, mais il me semble que les personnes qui étaient dans le groupe n'ont pas pu venir aujourd'hui.
je ne les vois pas. Mais voilà, elles ont une question. Oui, bonjour. Donc, moi, je fais partie de l'Algène aussi, donc je ne suis pas à titre de parent, mais il y a quand même beaucoup de moyens de communication. Donc, je voulais juste redire ça. Et il y a des fois des choses, effectivement, dont on n'a pas connaissance, enfin, dont tout le monde n'a pas connaissance, mais voilà, je voulais plutôt donner une vision optimiste de ce qui se passe à l'Algène. Vraiment une question qui est sur est-ce que les moyens de communication pour les enfin, pour les majeurs, pour les mandataires judiciaires qui sont indépendants ou qui sont pas, enfin, qui sont pas dans des associations ou même des mandataires, si je puis dire, familiaux, enfin, est-ce qu'ils peuvent être touchés ou comment on communique avec eux pour justement enfin, les réunir, en tout cas les toucher, les informer aussi que ce genre de choses existe. C'est vrai que c'est la première fois et c'est très bien. Et j'aimerais bien que, enfin, voilà, que ça touche tout type de mandataires, que ce soit aussi bien familiaux que associatifs ou indépendants. Simplement pour répondre, Parce que je suis Marie-André Monbrand, je suis bénévole à l'UNAFAM du Rhône, donc je représente euh, les associations de familles qui viennent en aide aux personnes, aux familles, aux amis des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et les familles, elles souffrent beaucoup. Et c'est pour ça que dans certaines situations où les mandataires rencontrent les familles, eh bien, qui sont rares finalement, parce qu'ils accompagnent la personne malade, mais les familles, ils les voient peu souvent. Et les familles, elles sont dans un tel état de souffrance qu'elles ne savent pas toujours bien se positionner par rapport à leurs proches malades. Et c'est pour ça que dans certains cas, on peut considérer, mais je n'aime vraiment pas ce terme, mais j'ose à peine le prononcer, qu'elles sont toxiques. Parce qu'elles ont elles-mêmes besoin d'accompagnement. Elles ont elles-mêmes besoin de soutien. Et quand vous voyez ces familles, chaque fois que vous rencontrez une famille, nous, ce que nous demandons à l'UNAFAM, c'est que vous l'orientiez vers une association telle que l'UNAFAM qui pourra la soutenir, qui pourra l'aider, qui pourra lui faire prendre le recul nécessaire par rapport à son proche et par là même mieux accompagner son proche vers son chemin d'autonomie et de rétablissement qui bien sûr est essentiel. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai deux casquettes. Je suis au service des enfants protégés du crédit agricole et j'ai aussi l'habilitation sur ma maman. Et donc, je confirme ce que vous dites. Il y a vraiment un parcours difficile et les tout débuts sont difficiles parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser. On est pris par un double métier, hein, parce que c'est vraiment un métier. Et c'était difficile il y a 3 ans de trouver des solutions. Et je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de choses de faites et que maintenant, on est vraiment mieux accompagné quand même. Je trouve qu'il y a vraiment une aide qui est faite et on trouve vraiment mieux l'information et on est vraiment mieux aidé, que ce soit par les associations qui ont aussi un rôle envers des tuteurs familiaux qui sont très présents. Donc voilà. C'est mon petit truc. Moi, je voudrais un peu, je suis un peu embêtante, sur les problèmes de l'information. Je pense que quand on est sous tutelle, finalement, peut-être pas le premier jour, mais évidemment, on a besoin. C'est essentiel pour nous et pour la curatelle, parce que je trouve qu'on est en retard d'être informé sur nos droits, sur les possibilités, etc., etc. Et c'est l'information, je ne sais pas, mais il en manque. Il manque de l'information. Et c'est tout, quoi. Peut-être pas le premier jour qu'on est psychiatrice, ou parce que quand même, on va pas avec le premier jour. Mais il manque de l'information. C'est pour ça que je vous rejoins.
Il manque de l'information, c'est tout. Merci. Ils vont pas m'applaudir. Aménagé. Bien souvent, c'est la curatelle renforcée. Alors, bien souvent, comme on est malade, on a un traitement. Au début, on ne sait pas trop ce qu'on nous dit. On passe devant le tribunal, devant le juge des tutelles au tribunal devant l'instance. Et on vous dit, ben, vous allez avoir la mesure de protection. Mais comme nous, on ne sait pas ce que c'est, quand on est malade, eh bien, on est carrément sous curatelle renforcée sans qu'on nous demande notre avis. Voilà. Alors moi, j'estime qu'on devrait donner le choix aux personnes concernées, qu'ils aient le droit de choisir, qu'on n'enlève pas leurs droits fondamentaux, parce que les lois ont changé. Au début, la personne qui était sous curatelle renforcée n'avait pas le droit de voter. Donc les lois ont changé depuis 2019. C'est un bien pour les personnes concernées. Parce que d'avoir enlevé les droits civiques à une personne parce qu'elle était malade psychiquement, je trouve ça inadmissible. On enlève les droits citoyens aux gens. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? C'est ça qu'on appelle la liberté? Mais non, c'est pas de la liberté, ça, hein. Voilà, pour moi, c'est ça. Et puis, le respect, il faut avoir un respect mutuel pour les personnes concernées, aussi les mandataires. Il faut aussi les respecter parce qu'elles auront reçu le jugement du tribunal en disant Madame Levoir ou Madame Janin, elle est sous curatelle renforcée. Donc, ils nous expliquent, on nous donne un extrait du jugement, mais on ne nous donne pas le jugement entier. Hein, en nous disant vous êtes sous curatelle renforcée pour 5 ans ou pour 10 ans, ça dépend des personnes. Il faut savoir que les personnes, elles peuvent demander la main levée, mais ça, elles ne le savent pas non plus. C'est le curateur qui le dira plus tard. Voilà. Et la communication, c'est important d'avoir une communication entre le curateur et la personne concernée. C'est très important d'avoir les communications, d'avoir les informations nécessaires pour savoir se défendre et pouvoir enlever sa mesure si on peut le faire. Voilà. L'acte de naissance. Attendez, je donne une minute. On arrive à mettre sur un extrait d'acte de naissance que la personne est sous curatelle renforcée ou curatelle simple ou sous tutelle, sous SAC, c'est pas normal parce que déjà, en étant sous curatelle, c'est une privation de liberté. On nous enlève nos libertés et certains droits. Et ça, c'est pas normal dans un pays comme la France qui a encore des choses pareilles. Donc, qu'on mette sur un acte de naissance, on voit tout. Vous êtes divorcé, vous êtes marié, veuf, mais tout est marqué. Et là, qu'on mette la mention curatelle, tout le monde peut le voir. Vous allez à la mairie chercher un papier, un extrait d'acte de naissance, l'employé de la mairie peut le voir. Donc, moi, je pensais que c'était confidentiel. Et en fait, au lieu que ce soit confidentiel, tout le monde le voit. Ça va même jusqu'au procureur de la République, au moins on est sous curatelle. Alors franchement, on dirait qu'on est des malfrats, quoi. Voilà, c'est tout ce que je pense. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, la table pour les cadres et du tard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je la bouche. Pose-le sur le menton et tu parles. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est bon. Je pense qu'il y a les taxis, je pourrais en citer plein, où les cadres et les tutelles ne sont pas du tout crédibles. Et c'est vrai que tous ces petits trucs comme l'acte de naissance, ça perd notre crédibilité et la crédibilité des curatelles et des tutelles. C'est peut-être idiot, mais c'est vrai. Et ça nous empêche de faire ce qu'on a besoin, par exemple avec un acte de naissance ou avec autre chose, et ça nous empêche de faire quelque chose qui est important pour nous et peut-être, comme dit la dame, pour notre famille, pour nos familles. Alors, ça, c'est une question, je crois que ça reste au grand monsieur à y travailler, en fait.
Parce que je vous jure, il y a des moments où on dit, vous dites oui, je suis sous curatelle. Ça, la porte se ferme automatiquement. Puis voilà, et on comprend pas pourquoi. Nous, on comprend pas pourquoi. Nous. Voilà. Donc, on parlait tout le temps de justice, de plein de choses. Ça me fait penser à une référence bibliographique que je voulais vous partager à tous. Ça s'appelle L'éloge de la lenteur de Carl Honoré. C'est vraiment un très bon livre. Simple conseil, lisez-le si vous avez envie. Merci. L'éloge de la lenteur de Carl Honoré. Non, moi, je m'appelle Kevin, je suis suivi par l'équipe depuis plus de 15 ans. D'abord dans la mesure de protection. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on parle beaucoup, on est que des hommes et des femmes, donc on a nos qualités, on a nos défauts. Mais ce qu'il y a, c'est que comment je vais dire, moi, au moment où on m'a proposé, on m'a parlé de la mesure de protection, la curatelle renforcée. J'étais dans une période où j'étais très très mal, je passais beaucoup de temps à l'hôpital, j'étais dans un appartement d'habitat et humanisme, je me sentais seul, tout ça. Et du jour où le juge m'a invité à l'association Grimm, que je connaissais déjà par le SAVS, c'est que, en fait, non, en fait, c'est que Ah, c'est pas grave. oui, non, mais non, oui, ben, ça revient. En fait, c'est que ça m'a beaucoup soulagé parce que justement, ben, je me retrouve, on regardait mes papiers. Parce que moi, j'étais suivi par DGNet à l'époque, et c'est avec l'assistante sociale, médecin de DGNet, on m'a orienté sous mesure de curatelle. Et en fait, ça a été pour moi un soulagement parce que bah, justement, voilà, c'était pas la tutelle, c'était pas la curatelle simple. C'est qu'on on travaille ensemble, la personne concernée et les mandataires. On peut pas, l'un ne peut pas prendre la décision de l'autre, etc. Et moi, ça a été. Alors, c'est vrai que je vis un peu dans le confort de ma tête depuis tout ce temps, parce que je sais que je ne suis pas tout seul. Il y a toujours quelqu'un du crime quand il y a des absences, ils préviennent, quand il y a des choses importantes à faire, on se met en lien. Donc, oui, par rapport à la mesure de tutelle, je crois que l'État voulait annuler cette orientation, parce que, tout en sachant que le- les personnes sous curatelle, sous tutelle, ne peuvent pas voter, et je ne crois pas que ce soit... Depuis 2019, je crois qu'elles peuvent. Elles peuvent voter maintenant. On avait leur droit civique. Et ça, je trouve pas ça normal que les familles mettent leurs parents, surtout quand les parents vieillissent, qui sont Alzheimer, on les met sous curatelle, sous tutelle. C'est les familles, les enfants qui mettent leurs parents comme ça. Ça, je trouve ça honteux par rapport vis-à-vis des enfants qui traitent leurs parents de cette manière. On n'a pas à traiter les parents comme ça. Voilà. Parce que la plupart qui sont dans des EHPAD, ils sont sous tutelle. Voilà, ça à discuter, c'est à moi. Il va falloir. Oui. Merci, Kevin. Il y a encore d'autres espaces de discussion. On avait juste qu'on passe. Oui. Juste une petite remarque par rapport à tous les témoignages. Tous les témoignages, on entend sous mesure de protection. On en a énormément débattu sur les ateliers. Je pense que c'est important aussi. Alors, je ne suis pas la première et la plus rigoureuse sur le vocable utilisé. Mais justement, si je le dis ici et si je le dis comme ça permet aussi d'avoir un vocable au quotidien. C'est des mesures les personnes en mesure de protection. On l'avait évoqué, on l'a inscrit dans la recommandation.
Parce que le sous, ça veut dire qu'on est dessous, qu'on n'est pas à côté, qu'on est écrasé par des droits qui a. Donc, vous le dites, hein, mais je trouve que si on change un peu aussi le vocable, ça peut engendrer d'autres choses. Donc, et même pour les personnes, sur tous vos témoignages, vous avez dit sous mesure de protection. Voilà, et je l'ai noté, hein, et c'est intéressant. Mais je pense que si tout le monde, les professionnels, les personnes entendent ce mot en mesure, on est avec notre curateur, avec nos tuteurs en mesure de protection, mais pas sous la mesure de protection. Merci. Alors, pour des questions de temps, j'ai vu qu'il y a plein de monde qui voulait, mais on va essayer de passer aux autres groupes. Donc, on finit plutôt entre professionnels du coup, de l'association tutélaire sur la partie accompagnement de la mesure de protection et donc l'exercice de la mesure en tant que telle. Donc, je vais vous présenter notre nuage de mots. Donc, plusieurs mots sont ressortis et parmi ceux qui ont été plus soulignés par les membres du groupe, donc dans l'ordre du moins au plus, on va dire, le projet, parce que effectivement, en tant que professionnel, notre objectif est d'arriver à connaître les projets de la personne et à l'accompagner dans la réalisation de ces projets. Et ces projets sont au centre de l'accompagnement de la personne accompagnée et de ne pas calquer nos projets à nous sur ceux de la personne. Et aussi d'accepter que parfois, il peut ne pas y avoir de projet, qu'on n'est pas là pour en inventer à la personne. Ensuite, la question du choix, évidemment, qui est très importante parce que la mesure en tant que telle est déjà une contrainte. Donc, les choix de la personne sont essentiels dans sa vie. La question du lieu de vie, de l'argent, l'objectif, c'est de faire un maximum par rapport au choix qu'elle veut faire. Très souvent, la personne ne veut pas de la mesure, des contraintes. Donc, en laissant ses choix au centre de l'accompagnement, je pense qu'on va considérer qu'on peut avancer dans un accompagnement qui avance, quoi. Ensuite, le soutien. Donc là, plutôt par rapport lié à toutes les contraintes du droit administratif, toutes les contraintes qu'on connaît avec les administrations, l'informatique, la dématérialisation. Le curateur, il est évidemment là en tant que soutien, accompagner la personne, assister dans ses démarches, avec donc parfois l'envie ou la non-envie de la personne de m'accompagner. Et donc, c'était le mot vraiment juste avant le mot le plus important pour nous qui est ressorti, qui est le mot protéger, qui pour nous est le cœur de notre métier, la base de notre métier, c'est la protection de la personne, de ses biens. Voilà, pour nous, c'était l'essence même du métier. Et ensuite, se pose la question de comment on protège, avec quels moyens, et comment on garde la personne au cœur de cette protection. Donc, je vais passer la parole à Élie, qui va. Merci. Alors, l'accompagnement de la personne protégée, il y avait beaucoup d'éléments dans la recommandation de bonne pratique et on s'est focus sur un certain nombre d'entre eux. Les mandataires, l'établissement et services médico-sociaux, la famille et l'entourage, les dispositifs de droit commun, l'articulation des interventions de chacun, la gestion du courrier. Il y en avait bien d'autres, mais ça aurait fait beaucoup trop d'éléments à citer aujourd'hui. On a passé un petit peu trop de temps. Les mandataires. Alors déjà, on a trouvé au sein du groupe que c'était quand même assez positif ce qui était amené, notamment qu'il était valable de faire un focus sur la nécessité d'assister ou de représenter la personne pour lui permettre de mettre en œuvre ses choix et ses projets. C'est quelque chose qui, à notre sens, est important. La personne protégée est au centre de la mesure de protection et c'est elle qui doit amener ses choix et ses objectifs. Le point de vigilance à mettre plus en avant pour nous, c'est aussi que la désignation d'un MJPN ne doit pas entraver l'accompagnement social auquel la personne protégée a droit. Ça, c'est quelque chose que je pense la plupart des professionnels de notre métier constatent au quotidien. On ne dit pas que tous les professionnels partenaires ne font rien, il y en a plein qui participent, on a des très bien, mais on constate que parfois, il y a un recul, en fait, tout simplement, des professionnels dès l'instant où une mesure de protection est nommée. Comme si le mandataire allait tout faire de A à Z avec une baguette magique, alors que 10 partenaires ne faisaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, bon, compliqué. On s'est dit que ça, c'était vraiment un point de vigilance à mettre vraiment en avant. Voilà, et dans ça, on se disait qu'on ne doit pas être un moyen pour les autres services de se décharger, en fait, au détriment de l'accompagnement de la personne. Tout le monde a un rôle, hein, l'assistant social, l'éducateur, le mandataire judiciaire, évidemment, mais chacun ne doit pas prendre le rôle de l'autre. Ensuite, sur les établissements et services médico-sociaux. Donc là, l'accompagnement individualisé est important. Et ça, on avait pu le mettre en avant. On s'est dit, le SSMS, qui est souvent le plus présent
plus présents que le mandataire dans le quotidien de la personne protégée. Je pense à un foyer d'hébergement, un foyer de vie, un ESAT, un SAVS, peu importe. Ces personnes-là, souvent, sont bien plus présentes au quotidien auprès des personnes protégées. Un délégué mandataire, il va rencontrer sa personne protégée 3, 4 fois dans l'année, parfois un peu plus. Il y aura des échanges téléphoniques, des échanges par mail, mais ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un suivi au long cours, toutes les semaines, voire tous les jours. Et ces personnes-là sont les plus à même à connaître ce qui est du choix et de la volonté de la personne. Elles doivent être présentes et elles doivent aussi participer aux décisions quand on est en synthèse, en participation auprès de la personne, dans l'accompagnement. J'aime aussi à rappeler, c'est à titre personnel, que le mandataire, dans son rôle, il est un peu un défenseur des droits personnels de la personne protégée. On est là pour protéger les droits de la personne et les mettre en avant. On est là pour leur dire, vous avez des droits, vous allez à la mairie, comme a pu le dire madame, on ne doit pas vous dire, vous êtes en curatelle, vous ne pouvez pas faire. Ça, c'est inadmissible en fait. Quand bien même soyez en curatelle ou en tutelle, vous avez le droit de faire quelque chose. À du moment où l'autonomie, elle existe, peu importe la mesure de protection existe, on devrait vous laisser faire les choses. Voilà. Ensuite, on est parti sur la famille et l'entourage. Alors là, on avait du positif et aussi un peu de négatif dans la formulation. On a pu trouver, euh, si le mandat de protection est exercé par un professionnel, la famille n'a aucune obligation vis-à-vis de la personne protégée, et ça nous a fait tiquer. La famille elle a toujours une obligation vis-à-vis de son proche. Vous l'avez dit, hein, vous êtes des fois en difficulté. On a des familles toxiques, comme vous avez pu le dire. On a des familles bienveillantes. On a les deux. Bon, ça existe aussi. Mais elles ont une obligation, et c'est même présent dans la loi, hein, quand on prend ne serait-ce que l'obligation alimentaire, eh ben, les familles ont une obligation. Donc c'est vrai que dans cette recommandation, cette phrase nous a fait un peu tiquer. Deuxième point qui nous a fait un peu tiquer, c'est les seuls points un petit peu négatifs pour nous dans l'accompagnement, c'est que on parle d'un principe, c'est écrit, ne peut être systématiquement contrainte, la famille ne peut être systématiquement contrainte à assumer les tâches que les professionnels ne souhaitent pas assumer. Et ça, nous, quand on l'a lu, on a pris ça violemment, vraiment. Je ne sais pas, nos autres confrères qui sont autour ici, comment ils l'ont pris, s'ils ont pu le lire, mais ça donne l'impression d'une présomption de fainéantise du mandataire judiciaire. Et ça, c'est compliqué quand même à recevoir. Parce que je pense que la plupart de nos collègues ont envie de bien faire. Hein. Ils ont envie de bien faire leur boulot, malgré la charge de travail, malgré toutes les obligations, malgré toutes les informations contradictoires de il faut faire ci, mais il faut faire ça, mais il faut faire comme ça. Très compliqué. Et c'est vrai que partir de ce principe-là, c'est dur à entendre. Quoi. Un mandataire ne fait pas des choses qui ne sont pas dans ses missions. Et c'est là que ça questionne sur la connaissance des limites du mandat à prendre. Ça questionne aussi sur la base de quels éléments ce paragraphe a été construit. Bon, voilà. Après, on n'a pas participé à l'élaboration de cette recommandation de bonne pratique, mais voilà. Sinon, un point positif de la famille, c'est qu'il est important que la famille soit informée et puisse être associée pour comprendre et mieux accompagner. Il faut se rendre vigilant à ce que la famille ne soit pas trop intrusive. Et ça, on a vu que c'était important aussi, on a pu le constater. Exactement. Et le juge y veille lors de la décision du mandataire. Si la personne protégée ne souhaite pas que la famille participe à la mesure de protection, le juge y veille et nous, en tant que professionnels, on y veille aussi. Une des premières questions qu'on va poser, alors je pars un peu sur l'ouverture, mais en ouverture ou même dans l'échange, dans l'accompagnement, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous informe, vous, ou informe aussi votre famille? Et ça, c'est important pour nous, et de pouvoir dire, ben, on comprend votre désarroi si on ne vous donne pas l'information, tout ça, mais on doit respecter en fait la volonté. C'est la volonté de la personne protégée, et nous devons la respecter. C'est notre job. Voilà, et il y avait aussi sur la famille un élément qui avait été... excusez-moi. Il est important que la famille soit informée et puisse être associée pour comprendre. Voilà. Intéressant, dans cette forme, il manque une dimension. Le lien avec la famille est fait avec l'accord de la personne. Voilà. Et c'est précisé un peu plus loin dans la recommandation. Ce qui était un peu dommage. Ça aurait été bien que ce soit présent plutôt dans le paragraphe famille pour rappeler que c'est la personne protégée qui va finalement avoir la dernière décision. Les dispositifs de droit commun, c'était pour nous très bien, mais malheureusement théorique, parce qu'en fait, la recommandation de bonne pratique rappelle des choses qui sont importantes, hein, notamment que la personne protégée a le droit de déposer plainte seule, c'est un droit personnel. On ne doit pas lui dire, non, votre curateur n'est pas là, repartez, revenez avec lui, ou c'est à lui de venir déposer plainte pour vous, c'est complètement faux. De même,
les actes personnels qui disparaissent avec les mesures de protection, le mandataire est vu comme responsable de tout au détriment du respect des droits de la personne. Est-ce que votre tuteur est là? Est-ce que votre curateur est là? Non. L'autonomie, l'individualisation et aussi la capacité pour les personnes protégées d'agir. Articuler les interventions de chacun. Alors sur ça, on avait pris une phrase, c'était le mandataire est le garant du respect des droits des personnes protégées. Il a pour mission de tisser un maillage partenarial autour de la personne protégée pour articuler les interventions et les soutiens favorisant son autonomie. Il joue un rôle d'interface et parfois de médiateur entre la personne protégée et son environnement. C'est tout à fait juste, c'est ce que j'ai pu citer un peu au début de mon intervention. Tous les partenaires ont un rôle et aucun ne doit se désengager, que ce soit le soin, que ce soit l'accompagnement social, que ce soit les éducateurs, peu importe. Ils ont tous un rôle. Et nous, si personne n'est présent, notre job, c'est aussi d'aller les chercher. Je leur dire, oui, il y a une mesure de protection, certes, mais nous, on ne fait pas ça. Ce n'est pas notre job. On n'est pas expert dans ce domaine-là. On n'est pas mandaté pour ça. On n'a pas cette mission-là, on a notre mission propre. Et puis, c'est pour revenir sur des informations qui ont pu être dites autour de cette table ronde, c'est important de prendre en compte la personne protégée dans l'articulation. Informer les personnes protégées de leurs droits. Dernier point, la gestion du courrier des personnes en tutelle. On avait trouvé ça assez juste. Seules les personnes en tutelle sont légalement autorisées chez leur tuteur. Pour nous, c'est intéressant, ça fonctionne bien pour les familles, parce qu'on parle un peu des familles, et pour eux, ben, ça a un sens. Et c'est vrai que pour les professionnels associatifs, où il y a 1700, 1800, 1600 mesures de protection, s'ils sont tous domiciliés au sein des associations, ça pose un problème. Et face à ça, il y a un décalage entre les familles et les associations tutélaires. Décalage à travailler, à mon sens, enfin à notre sens, par le législateur. C'est quelque chose qui devrait être revu. Voilà. Difficulté d'accompagnement, notion de protection, de responsabilité. C'est toute la difficulté dans l'accompagnement d'arriver à gérer les deux notions que sont à la fois protéger, et nous c'était le mot qui avait été mis le plus en avant, et la question du pouvoir d'agir, de l'autonomie. Il faut qu'au sein des institutions, on travaille ça, parce qu'on n'est pas bon, je pense, on essaie d'y aller, mais qu'on puisse trouver des moyens pour donner plus de liberté, pour donner plus de chance aux personnes protégées, pour faire les choses, parfois ben, faire des erreurs, mettre dans le mur, et ça arrive, et c'est la vie, et en fait, toute personne dans le commun fait ça, et en fait, pourquoi une personne protégée ne pourrait pas, à un moment donné aussi, faire ses choix, et peut-être se mettre en difficulté, et puis bah, se rattraper plus tard, trouver une solution. Et ça, c'est des difficultés qu'on a, nous, en tant que professionnels, hein. La notion de protection par la notion de liberté, et ces deux notions qui sont contraires finalement, et qui nécessitent ben, un débat, un échange, et peut-être des évolutions de pratique. Voilà, sur l'accompagnement. Pour moi, je voulais juste réagir à ce que vous disiez par rapport à la famille. Alors moi, j'ai été, quand on m'a proposé, quand on m'a conseillé la curatelle renforcée, je ne sais plus quelle organisation me disait, voilà, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de votre famille d'être son curatelle, son curateur, et notamment à ma mère qui habite Le Havre. Et en fait, elle a dit, elle leur a dit non. Et pourquoi? Parce qu'elle avait peur que je sais plus comment, je sais pas comment dire. Oui, oui, voilà, ça risquait de gâcher notre relation. Elle dit, bah, maman, là, il me faudrait 50 euros. Et puis elle dit, bah oui, mais c'est pas possible. Enfin, elle avait peur que ça gâche le rapport entre ma mère et moi, par rapport à ma famille, mes frères, etc. Et donc, je félicite les gens de l'UNAFAM qui sont là pour aider les familles. Mais bon, moi, j'ai bien compris ce que voulait dire ma mère, en fait. C'est, je t'aime, t'es mon fils, mais là, ça risque de gâcher nos rapports, quoi. Je vais vous dire que je suis sur tutelle et je sais ce que c'est tutelle et le juge des tutelles. Les tutelles, c'est protéger et plus ils nous aident des tutelles
Et plus il y a le juge qui décide de pouvoir les tutelles, et plus ils nous s'occupent de nous, et plus ils sont sympas, les tutelles. Et je dis la vérité, j'aime bien les tutelles parce que moi, j'ai perdu ma maman. euh, Et je sais ce que c'est d'avoir. J'ai eu trois tutelles, et je sais ce que c'est les tutelles. Et les juges des tutelles, ils nous s'occupent de nous, et plus ils nous aident à s'occuper d'argent, un peu tout, et plus ils nous occupent de tout ce que, celle que j'ai, que celle-là, elle m'entend, je l'aime très bien parce qu'elle s'occupe très bien, je l'aime bien parce qu'elle s'occupe de moi. Et quand je téléphone, elle m'aime bien. Elle s'occupe beaucoup de moi et je l'aime beaucoup. Rajouter un mot, le mot comprendre. Comprendre aussi bien les, les, les personnes en situation de handicap, et que les tuteurs nous comprennent et que nous on soit compris, qu'on se comprenne dans les deux sens. J'aurais rajouté ce mot, moi. Merci. Merci. Moi, je vais rajouter plusieurs petits mots. Aujourd'hui, on dit encore souvent par déformation le juge des tutelles, mais si je ne me trompe pas, aujourd'hui, on appelle ça le juge au contentieux de la protection. Donc, en général, il ne juge pas que des personnes sous tutelle ou curatelle. Et aujourd'hui, c'est un juge qui n'est pas là pour vous juger. C'est un juge qui est là pour vous soutenir dans une émancipation et une autonomie. Quand vous allez dans un tribunal, vous dites, moi, c'est ce que j'ai dit la première fois, je viens chez vous, mais je n'ai pas fait de faute. Et là, il m'a répondu non. Notre devoir à nous, c'est pas de sanctionner, c'est d'éduquer, de soutenir et de redonner une dignité aux gens. Et aujourd'hui, le mandataire est aussi important que l'assistant social, que l'infirmier ou que l'éducateur spécialisé. Tout le monde a ce maillon, personne n'est supérieur à l'autre, et on est sur de la transdisciplinarité, de la transdisciplinarité des compétences. Et aujourd'hui, peut-être dans la modernisation de la formation au MJPM, je ne sais pas s'il y a des écoles de formation ici aujourd'hui, je pense qu'il faut peut-être faire comme en santé mentale ou dans les handicaps chroniques, créer un diplôme de, on ne peut pas appeler ça pérédin ou quelque chose comme ça, mais des partenaires en protection qui ont déjà vécu la protection comme un outil favorable à l'autonomie et l'émancipation. Pour mon cas, je touche que la hache et j'ai réussi j'ai en train d'acheter un appartement parce que je suis en protection. Je n'aurais pas eu la protection, la banque m'aurait rayonné. Merci. On fait une transition pour la suite, mais on va d'abord finir sur la chaise. C'est ça. Non, c'est qui? Bonjour, je m'appelle Anna Persson, j'exerce la profession de mandataire judiciaire au sein de l'association SAGE depuis bientôt 14 ans. Afin de préparer cette table ronde, nous sommes réunis il y a une quinzaine de jours avec 3 personnes accompagnées par l'association, 3 de mes collègues mandataires et notre chef de service. Nous avons d'abord échangé sur ce que nous évoquait le titre de la recommandation. Plusieurs mots sont ressortis de nos discussions et je vais en retenir principalement 2, l'écoute et l'information. L'écoute, un préalable essentiel à un accompagnement de qualité sans a priori ni jugement de valeur. L'information qui doit être nécessairement adaptée aux facultés de compréhension de la personne protégée. Nous nous sommes ensuite intéressés à la partie de la recommandation intitulée « Focus sur des thématiques centrales de l'accompagnement, le budget, le logement et la santé ».
De nos échanges sont ressortis des constats, des idées et surtout le précieux témoignage des personnes que nous accompagnons. Je vais donc maintenant laisser la parole à Madame Boukalou Samira. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Samira. Je fête mes 39 ans aujourd'hui. Je suis sous-curatelle depuis 2016. J'avais alors 30 ans. Mon diagnostic de trouble borderline est tombé 3 ans plus tôt, à mes 27 ans. Cette pathologie implique une gestion émotionnelle très complexe, des impulsions parfois incontrôlables, ainsi qu'une instabilité qui touche plusieurs aspects de la vie. Les finances, les démarches administratives, mais aussi les relations personnelles et professionnelles. Avant d'être concernée, je ne connaissais presque rien de la curatelle. C'est mon psychiatre et une assistante sociale qui m'ont orientée vers cette mesure pour m'aider à structurer mon quotidien et éviter que mes difficultés ne me mettent en danger. Au début, j'avais besoin d'appréhension. L'idée d'être sous curatelle me faisait peur. J'avais l'impression de perdre mon autonomie, de ne plus avoir le contrôle sur ma propre vie. Mais avec le temps, j'ai compris que cette protection était là pour m'accompagner et non pour me priver de mes droits. J'ai eu de la chance d'avoir des curatrices bienveillantes, toujours à l'écoute, qui m'ont soutenue avec patience et sans jugement. Grâce à cet encadrement, j'ai pu préserver mon logement, gérer mon quotidien et trouver un équilibre malgré ma maladie. Aujourd'hui, je suis sur curatelle renforcée et ménagée, ce qui me permet de prendre part à certaines décisions financières et administratives. Par exemple, je paye moi-même certaines factures, ce qui me responsabilise tout en maintenant un cadre sécurisant. Ce que je veux mettre en avant aujourd'hui, c'est l'importance du travail de ceux qui nous accompagnent. Leur rôle est essentiel et je leur suis très profondément reconnaissante pour leur engagement. Je tiens particulièrement à remercier Mme Gali Inès pour tout ce qu'elle m'apporte au quotidien, son écoute, sa patience et son soutien me permettent d'avancer avec plus de sérénité et je lui en suis très reconnaissante. Cependant, je ne peux ignorer les inquiétudes que cette mesure suscite. Être sur curatelle signifie dépendre en partie de personnes que nous ne connaissons pas au départ. Chaque changement de curatelle est une source d'angoisse. Vais-je pouvoir établir une relation de confiance? Serais-je bien comprise? Cette incertitude peut être difficile à gérer. Mais malgré ces craintes, je sais que je ne suis pas seule. Derrière cette protection, il y a des professionnels qui ont à cœur de nous accompagner avec respect et bienveillance. Et c'est pour cela que je tiens à les remercier sincèrement. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Inès Gali, je suis mandataire à l'association Sage. Alors, ça me vient avec Samira que j'accompagne. Je vais vous parler de la curatelle aménagée qui repose donc sur le principe de proportionnalité. Alors, ce qu'il faut retenir, ce qui est vraiment très important sur la curatelle aménagée, c'est les enjeux suivants qu'il va falloir davantage l'intégrer dans nos pratiques pour travailler l'autonomie avec la personne accompagnée. Et il faut savoir que ce travail, ça repose vraiment sur la collaboration avec la personne que l'on accompagne, mais également avec les autres professionnels du médico-social. Le principe de la curatelle aménagée, donc, ça se présente de la manière suivante. Le juge fixe la liste des actes que la personne doit faire avec l'assistance du curateur. La curatelle aménagée permet vraiment de personnaliser la mesure et de l'adapter au plus près des besoins de la personne que l'on accompagne et avec qui on travaille, et aussi en tenant compte de son état de santé. Comment demander une curatelle aménagée? C'est souvent la question qui revient. Par une demande auprès du juge sous forme d'une requête en exposant bien précisément la situation sociale de la personne, la situation budgétaire et administrative de la personne, également les pistes de travail qui ont pu être menées avec la personne accompagnée
Et il va être très important de pouvoir croiser les regards entre celui de la personne, le mandataire avec qui il a travaillé, également les partenaires, pour démontrer l'amélioration de la situation de la personne et les pistes de travail qui ont été menées. Quelques exemples concrets qui, je pense, vont être parlants pour un certain nombre d'entre nous, notamment sur le budget, par la mise à disposition d'une somme d'argent pour que la personne règle d'elle-même ses factures. Donc, par exemple, une personne qui a l'allocation adulte handicapé, soit 1 016 € par mois, on lui attribue un montant et d'elle-même, la personne va régler ses factures. Voilà, ça repose vraiment sur une transmission de compétences entre le mandataire et la personne. Également sur le logement, il y a une question qui revient souvent. J'ai un problème dans mon logement, comment faire? Une piste de travail également qu'on a pu mettre en place, c'est à travers un répertoire, en notant, en inscrivant les coordonnées des professionnels que l'on peut appeler face à une difficulté. Voilà, je pense que c'est des exemples parmi tant d'autres, mais c'est essentiel dans le travail que l'on mène avec les personnes. Merci, Inès. Du coup, les deux exemples qu'a présenté Inès de la curatelle renforcée aménagée et du répertoire qui peut être créé avec la personne protégée, ce sont deux exemples qui permettent de promouvoir en fait l'autonomie de la personne protégée et cette autonomie qui est bien rappelée dans la recommandation. Je voulais intervenir aussi sur le fait de gérer l'argent d'autrui. C'est ce qui est cité dans la recommandation. Gérer l'argent d'autrui pose inévitablement des questions éthiques aux mandataires judiciaires. Comment faire lorsque l'argent versé à la personne protégée pour subvenir à ses besoins profite à un entourage malveillant? Comment faire lorsque la personne protégée dépense l'intégralité de l'argent qui lui est versé pour ses cigarettes et qu'il ne lui reste plus rien pour se nourrir? La recommandation rappelle également que le mandataire doit se détacher de ses propres représentations, de son rapport personnel à l'argent et de ses propres priorités de dépenses. Je me rappelle avoir rencontré cette difficulté lors de mes débuts en tant que mandataire. Une personne protégée m'appelle et me fait part de son souhait d'acheter une télé pour un montant de plusieurs milliers d'euros. Ma première réaction était de lui dire « Mais monsieur, vous n'allez quand même pas acheter une télé à ce prix-là ?» Cette remarque spontanée a été pour moi une prise de conscience sur le rôle et les missions du mandataire. Le rôle du mandataire, ce n'est pas de dire à la personne protégée ce qu'elle doit faire, ce qui est bien ou ce qui est mal. D'autant que ces notions sont extrêmement subjectives. Notre rôle, nos missions, écouter attentivement, informer les personnes sur leur situation, porter leur volonté et soutenir leurs droits. En l'occurrence, dans cette situation, voir avec la personne si l'achat est possible ou non compte tenu du solde de son compte. À défaut, lui proposer soit de débloquer de son épargne, soit de mettre de l'argent de côté tous les mois pour pouvoir réaliser l'achat. Je souhaiterais enfin revenir sur un constat unanime qui est sorti de notre échange il y a une quinzaine de jours, aussi bien de la part des personnes accompagnées que des mandataires. Celui de la méconnaissance de notre métier par les professionnels du social et de la santé et de manière plus générale par l'ensemble des interlocuteurs de la personne protégée. Quelques exemples de situations rencontrées qui illustrent bien cette méconnaissance. Une secrétaire médicale me demande si elle peut envoyer son compte-rendu opératoire à la personne protégée. Une instructrice MDPH m'appelle pour mieux connaître le projet professionnel de la personne sans l'avoir contactée au préalable. Un infirmier qui souhaite, bien que la personne ait donné son consentement, que je signe l'autorisation de vacciner. Un gestionnaire de logement social qui aimerait savoir pourquoi je ne suis pas là pour ouvrir la porte au plombier, car monsieur a oublié le rendez-vous et n'est pas à son domicile. Faire connaître votre métier, nos missions, faire connaître les droits des personnes protégées est un des actuels enjeux de notre profession. Dans ce but, notre association se déplace auprès des structures sociales et médico-sociales afin de présenter notre métier et de rappeler les droits de la personne protégée. Pour conclure, je tenais à remercier les personnes protégées et mes collègues qui ont participé à l'organisation de cet événement. J'espère qu'il en découlera de nouvelles initiatives en faveur des personnes protégées.
une remarque que vous avez faite. J'ai déjà fait allusion à ça lors de notre présentation. Dans le cadre du diagnostic du conseil local de santé du territoire de Bourg-en-Bresse, on se rend compte qu'aujourd'hui, on avait un bailleur social qui était là en nous disant nous ne savons pas comment dialoguer, nous ne savons pas les outils, même si nous avons des CESF, des responsables en curie, ils ne sont pas formés à aller discuter avec les gens. Ils ne veulent pas les juger, ils veulent leur rendre leur vie digne. Aujourd'hui, avoir un habitat, c'est avoir une vie digne. Et en fait, on se rend compte qu'on essaye de créer des chaînes de valeur, mais que tous les gens qui travaillent ensemble ne connaissent pas forcément les fonctions des uns et des autres dans les structures. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on travaille sur des outils de fiches métiers ou de fiches collaboratives interprofessionnelles et que cela arrive d'une collaboration. Là, on a travaillé avec la HAS, mais ça, des collaborations des territoires, c'est avec les intercos, avec les communes et avec les ARS. Et aujourd'hui, il y a des projets pilotes qui vont être montés et comme vous dites, le mandataire ne fait pas à la place, il fait avec. Et il signe pas pour, il signe avec. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont méconnus du grand public parce que les assurances, les gens ne se mettent pas à jour. Les médecins, les services juridiques des établissements hospitaliers, je ne sais pas si leurs juristes sont à jour dans les textes qu'ils nous annoncent. Je pense qu'aujourd'hui, on, 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 on décrédibilise une partie de la population qui n'est pas moins crédible qu'une personne dite ordinaire. Une dernière question, puis on passera au groupe. Bonjour, merci. Alors moi, j'en profite pour rebondir un petit peu là-dessus, parce que étant un petit peu aussi de l'autre côté de l'activité en tant que prestataire d'aide et de maintien à domicile, et justement, effectivement, je confirme que de notre côté, il y a une méconnaissance du rôle de chaque acteur dans cette prise en charge. Et c'est quelque chose il y a un vrai réseau, entre guillemets, à mettre en lien pour avoir, alors j'entends des mots dignité, autonomie, tout ça, c'est des mots qui résonnent aussi chez nous, et effectivement, de mettre nos forces tous ensemble peut effectivement arriver à de belles choses. Mais pour ça, il faut arriver à faire cette connexion et à apprendre à se connaître les uns les autres, parce que nous aussi, on a des limites d'activité qui ne sont pas toujours connues, et effectivement, ça entraîne vers des glissements de tâches, vers des pertes de temps, vers de la perte d'informations aussi des fois. Et effectivement, donc on est, l'ensemble du réseau du maintien à domicile est tout à fait prêt à s'intégrer dans ces projets-là. Merci. On va passer la parole donc, au dernier groupe. Bonjour à tous, je suis Célia Boucher de l'ASTRA. Donc, je suis la coordinatrice du dispositif du développement du pouvoir d'agir. Donc, nous, au niveau de la recommandation, nous avons évoqué l'allègement ou la levée de la mesure de protection. Nous, alors, le développement du pouvoir d'agir, qui est développé par l'ASTRA, a surtout vocation, au-delà d'une reprise administrative par les personnes protégées, ça a surtout vocation à redonner confiance, puisque une personne protégée qui est sous mesure de protection, quand elle est aidée, quand elle a été aidée et qu'elle a été accompagnée, qu'elle a été suivie pendant de nombreuses années, la reprise de confiance en soi est compliquée. Et donc, la vocation du développement du pouvoir d'agir, c'est justement de travailler sur cette reprise de confiance. Et donc, nous, dans le cadre de l'atelier qu'on a mené avec Julie, avec Ben et avec Lisa, alors Julie et Ben qui sont personnes accompagnées, et Lisa qui est notre alternante, qui est en alternante ESF, donc économie sociale et familiale, on a travaillé sur la levée de mesures de protection. Donc, je vais laisser du coup Julie en parler, ensuite Ben, et je vais également laisser Lisa nous dire un petit mot sur la formation des ambassadeurs de l'entraide mutuelle, puisque on a aussi également relevé qu'il était important pour une sortie de mesure de bien être entouré, et est-ce que ça pouvait passer par l'entraide mutuelle. Voilà. Je laisse la parole à Julie.
Bonjour. Alors moi, ça va faire 8 ans que je suis donc en mesure de protection, euh, curatelle renforcée, car au vu de mes troubles psychiques et de ma manière d'appréhender l'argent, c'était chaotique. Ça m'angoissait, tout ça. Voilà, donc j'ai très vite accepté finalement ma condition, même si dans un premier temps, je me suis sentie dépossédée de mes moyens. Donc j'ai accepté parce que enfin, cette mesure me rassure et grâce à ça, je peux faire des projets, chose que je ne faisais pas avant. Et paradoxalement aussi, je me sens beaucoup plus autonome en étant, en étant avec cette mesure, car je gère de l'argent, mais à court terme. Voilà, j'ai plus cette charge mentale, en fait, au quotidien qui m'envahissait trop. Alors, pour le moment, je ne me sens pas trop de sortir de cette mesure. Ce serait trop vertigineux encore. Mais on a vu avec ma curatrice que j'allais participer au dispositif de développement du pouvoir d'agir. Voilà. Donc demain, du coup. Grâce à ça, je vais peut-être pouvoir reprendre la main pour tout ce qui est CAF, sécurité sociale, voilà, quelques démarches administratives. Voilà, et donc oui, on parlait de la reprise de confiance et de l'estime de soi, tout ça c'est très important. Et moi, c'est grâce à un projet professionnel que j'ai, à savoir devenir père aidant. Donc ça me porte bien et je pense que petit à petit, je retrouverai un peu plus de pouvoir quant à ma manière d'agir sur mes finances. Voilà. Ben, ouais, allez-y. Je préfère me mettre debout, c'est pas d'habitude. Alors, maintenant, ça me permet d'avoir un pupitre pour poser mes affaires, c'est très bien. Alors, ce que je vais ouvrir en Ben, l'association Astra, en préambule, pour montrer le certificat de formation que nous avons suivi, Julie et moi et d'autres personnes. Là, c'est très valorisant, ce petit diplôme. Alors maintenant, venons-en au sujet principal. Le parcours avant la mesure. Avant d'être sous mesure de protection, j'ai longtemps galéré. En mesure, effectivement, bien. C'est vrai. C'est un peu comme une sous une tente également. Alors, en mesure de protection, pardon, je faisais de la c'est un mot qui est difficile à prononcer, de la procrastination. Qu'est-ce que c'est ce mot-là? C'est un petit mot barbare. On reporte au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Et on reporte, et on reporte, et on reporte. Et au bout du compte, les papiers, eux, ils ne se reportent pas. Au bout d'un moment, il y a un délai de péremption. Il faut renouveler. Et c'est la grosse galère, hein, l'administration. Donc, avec l'aide de ma famille, au départ, c'était très bien. On a pris contact avec l'Astra. Une première mandatrice, mandataire ou mandatrice, les deux, par exemple, on a compris. Et l'administratif a pu être mis en route, pour moi. Et au bout du compte, progressivement, je reprenais pied, c'est-à-dire cette procrastination, c'est un petit peu comme si on est submergé, comme si on se noyait. Il faut relever la tête, reprendre pied, et là, grâce à l'Astra, donc la première mandatrice, qui m'accompagnait physiquement pour les démarches, ensuite simplement en conseillant. Alors, au départ, là maintenant, j'en suis en route vers la levée de la mesure, ou l'allègement, voilà, avec la mandatrice. Comment c'est venu? Donc, progressivement. Progressivement, donc, le financier. Le financier, au départ, je n'avais qu'un montant hebdomadaire et uniquement en retrait. Et progressivement, donc, la carte de retrait est passée aussi une carte de paiement. Et du montant hebdomadaire attribué, j'en suis passé à par quinzaine, et maintenant j'en suis mensualisé, donc tous les mois,
je gère mes propres fonds. Bien sûr il reste la grosse partie, donc, qui est le paiement du loyer et autres, qui est encore géré par la mandatrice, mais j'ai cette autonomie financière, mensuelle, comme je veux, et j'arrive à m'en sortir. Et j'arrive tellement bien à m'en sortir qu'on a entamé une mesure d'épargne. Là, j'en suis à plus de 1 500 € d'épargnés. C'est bien. Voilà. Merci la curatrice. Merci moi-même. Et merci moi-même aussi. Voilà. Alors, la valorisation. Actuellement, je suis avec un groupe d'associations et j'aide à mon tour. C'est bien. J'ai pris le relais. J'aide des personnes dans l'administratif pour chercher de l'appartement ou aller accompagner. Donc, c'était France, c'était quoi? Pôle emploi au départ, maintenant c'est France Travail. Donc, oui, il y a des administratifs à faire. Il y a une amie, maintenant une autre amie, qui est née à Luhansk, en Ukraine, qui était sous domination russe. Ces papiers, on ne peut pas les revoir ici. Alors, c'était vraiment galère pour elle de faire les papiers, de retrouver simplement un acte de naissance. Et finalement, à Pôle emploi, on nous envoyait toujours balader un petit peu, et il y a une dame de Pôle emploi, je ne citerai pas l'agence simplement, qui a tendu l'oreille, qui a dit, oula, il y a un souci, elle est venue à notre rencontre, on a pris dans son bureau, et ça a duré sur une semaine. On a pu rétablir ça, parce que Luhansk, déjà à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, c'est Lugansk en russe, on va dire, mais il y a un autre nom encore pour compliquer les choses. C'est un petit peu comme Lyon s'appelait l'île du Nôme. Je l'ai retrouvé que ça s'appelait du Nôme. Et ceux qui étaient sur l'île du Nôme disent, ben non, vous étiez à l'île du Nôme, vous n'étiez pas à Lyon. Voilà, donc voilà son problème à elle. Et pour refaire simplement un acte de naissance, et ça s'est fait finalement. Et c'est très valorisant. Après, j'ai des petits cadeaux. Ils vont ici. Déjà, en plus, quand on est parti lundi, une amie aussi que j'ai aidée il y a 2 ans en arrière, qui m'a interpellé dans la rue, qui fait coucou de Ben, et Julie était là. Et ça, c'est aussi, j'étais invité chez elle à déjeuner avec son mari, ses enfants. Et là, c'est très valorisant. Et je voudrais donner un autre exemple, une autre dame, avec une fille qui avait 5 ans à l'époque, maintenant qui en a 7. Ses affaires, elle les a récupérées, collectées. Elle avait d'autres amis dans son entourage. Et elle a fait un sac de vêtements. Elle a dit, mais ça, c'est pour les petits au Liban et au Gaza qui n'ont rien. Je trouve ça formidable que des gens qui ont été, ensuite, très début, c'est émouvant ça. C'est incroyable à voir. Donc, elle a dit, bon, ça, c'est vraiment pour eux. Nous, on a été aidés pour qu'on aide les autres. Donc, ça passe un petit peu. Des gens qui sont dans le besoin et qui donnent de leur temps. Voilà. Et j'en terminerai là, je ne vais pas être trop loin. On passe la parole à Lisa. Moi, je suis Lisa Petitjean, je suis alternante à l'ASTRA depuis maintenant 1 an et demi. Donc, j'ai pu être accompagnée par ma tutrice, qui est donc référente du développement du pouvoir d'agir, pardon, et donc qui, comme le disaient voilà, mes collègues, qui va accompagner les personnes vers leur autonomie, donc à reprendre des démarches en main pour aller vers un allègement de mesures ou alors pas forcément pour reprendre de l'autonomie partielle sur certaines choses, parce que chacun a une autonomie qui est propre à lui et qui peut être différente, et c'est important de la mobiliser. Et ça passe par justement reprendre confiance en soi. Et ça, c'est hyper important, je pense, quand on est sous mesure de protection. Et voilà, dans le cadre de mes études, en mesure de protection, pardon. Et dans le cadre de mes études, j'ai mis un projet en place parce qu'en arrivant à l'ASTRA,
je me suis rendu compte de ce que c'était déjà le milieu des mesures de protection. Parce que c'est vrai qu'en n'étant pas dans le milieu, on en entend très peu parler. Et quand on en entend parler, voilà, on entend parler pas forcément que du bien. C'est des mesures qui sont vraiment mal vues de l'extérieur, de par les médias, comment ils en parlent, etc. Et les personnes en mesure de protection sont très, très peu représentées. Et donc, je trouvais ça vraiment dommage. Et je pense que pour accompagner au mieux les personnes protégées, il est important qu'elles soient accompagnées par des personnes qui ont été sous mesure de protection ou qui le sont encore, pour qu'elles puissent justement leur parler de leur parcours, de dire bah, moi aussi au début ça a été compliqué, je l'ai très mal vécu, mais maintenant bah, ça va, j'arrive à l'accepter, j'ai établi une relation de confiance avec ma mandataire. Et voilà, de dire pas forcément des personnes qui sont sorties de mesures de protection, mais des personnes qui y sont encore et qui ont pu l'accepter. Donc, pour mettre en place tout ça, j'ai collaboré avec l'association AMAC pour qu'on crée une formation vraiment adaptée du coup, aux personnes protégées pour qu'elles puissent apprendre à témoigner dans des lieux comme celui-ci aujourd'hui, mais aussi lors de rencontres qu'on mettrait en place à l'Astra pour que les personnes étant nouvellement sous mesure de protection ou alors qu'ils le sont depuis longtemps, mais qui en parlent en fait vraiment à personne, parce que c'est vrai que on en parle en fait aux professionnels qui nous accompagnent, mais même à la famille, des fois on n'ose pas en parler, à l'entourage, aux amis, etc. Et pour créer un cadre, voilà, comme une sorte de groupe de parole où il y aurait des témoignages de personnes sous mesure de protection pour exprimer leur vécu et pour que ça soit vraiment reconnu. La mesure de protection, c'est une étape dans la vie, ça ne définit pas la personne en soi. Et ça, je pense que c'est important de le faire comprendre à tout le monde. Donc, cette formation, elle a eu lieu le 27 février et le 7 mars sur 2 demi-journées. Et donc, il y a 5 personnes protégées de l'ASTRA qui ont pu donc y participer et donc apprendre à témoigner et aussi savoir apprendre à ne pas dépasser leurs limites, à se dire bon bah je peux témoigner, mais pas forcément en exprimant tout ce que j'ai vécu. Donc choisir comment on témoigne, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas, parce qu'on a le droit aussi de voilà de pas tout dire. Et donc voilà. Et donc, ça répond aussi au monsieur qui était là-bas tout à l'heure qui parlait de ça, à créer une forme en fait de pérédance entre majeurs protégés. Je pense que c'est vraiment quelque chose à développer pour toutes les associations tutélaires. Voilà. Merci beaucoup. Et merci pour la transition. Vous aviez une question? Alors, juste une question pour que... Une remarque. À Bourg-en-Bresse, j'ai participé au groupe de la chasse avec Benoît Espoir et Roxane. Mais à Bourg-en-Bresse, ils sont également déplacés pour écouter les personnes concernées. Il y avait, comment elle s'appelait, Hélène, c'est ça? Hélène De la chaise. de la HS, elle s'est déplacée, je ne sais plus longtemps, c'est un nom compliqué. C'est un nom compliqué. Et je perds le fil. C'est pas grave. Elle s'est déplacée pour écouter les personnes concernées par le handicap qui sont sous curatelle pour écouter ce qu'ils avaient à dire par rapport aux recommandations de bonnes pratiques. Je déborde un peu, mais les besoins. Les besoins et puis les besoins et on a relu plusieurs recommandations de bonnes pratiques avec les personnes concernées. Et ils ont dit ce qu'ils en pensaient, quoi, par rapport au vol, par rapport à ci, à ça. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et ça va nous permettre de faire une transition avec la suite de cette table ronde. Puisque on va commencer à travailler ça avec Benoît Hérault et... Bonjour tout le monde. Effectivement, je m'appelle Argine, je suis pérédante professionnelle pour l'association Esper. Et donc, même si je ne connais pas très bien la protection des majeurs, j'avoue que tout ce qui est dit depuis tout à l'heure me parle énormément parce que la question du pouvoir d'agir, de l'autodétermination, elle s'inscrit dans la question du rétablissement.
Et c'est vrai que nous, en tant que père aidant, c'est notre valeur principale, hein, la question du rétablissement, du pouvoir d'agir, de l'autodétermination. Donc, il m'est venu pas mal de choses en vous écoutant parler. Je me suis dit que tous et toutes, à notre échelle, il y a des choses qu'on peut faire pour favoriser l'émergence de cette autodétermination et de ce pouvoir d'agir. Alors, j'avais noté plein de choses et je pense que je vais aller sur un truc un peu plus en vrac parce que mon cerveau ne permet que ça à l'heure actuelle. J'ai pensé à quelque chose, j'ai pensé à une citation de Patricia Digan qui dit que le paradoxe du rétablissement, c'est qu'en découvrant ce qu'on ne peut pas faire ou qui on ne peut pas être, on découvre aussi ce qu'on peut faire et qui on peut être. Et je trouve que dans un contexte où il y a une dimension qui nous est imposée, ça peut être par la nature des symptômes, la maladie, mais ça peut être aussi par les mesures de protection, il y a cette question de, bon d'accord, là s'arrêtent mes possibilités d'agir, et du coup, où est-ce qu'il se trouve mon pouvoir d'agir dans ce contexte-là? Parce qu'il y en a forcément une partie qui va être préservée, quelle que soit la nature de la maladie, ou quelle que soit la mesure de protection. Donc c'est ce que je me suis un petit peu dit, et peut-être que ça résonnera avec vous. Je me suis aussi dit qu'il y avait une importance, hein, comme ce que vous avez déjà beaucoup dit, je ne vais pas trop me répéter parce que vous avez tout dit, de prendre en considération que le rétablissement, c'est bien un processus qui est dynamique et donc on ne peut pas figer la personne dans une des étapes du rétablissement. Ça implique aussi une notion qui est difficile parfois dans la question de l'émergence du pouvoir d'agir, c'est celle du risque. C'était un petit peu en filigrane de tout ce qu'on s'est dit, là j'ai l'impression. Et moi, il y a un principe que j'aime beaucoup qui s'appelle la dignité du risque. C'est un principe qui explique que dans tout risque, si ça nous amène vers quelque chose qui a du sens pour la personne qui va prendre ce risque-là, il y a de la dignité en fait à prendre ce risque-là. Parce qu'une vie digne, c'est une vie dans laquelle on prend des risques. Et donc dans chaque risque, il y a une partie qu'on va pouvoir diminuer, mesurer, étayer, essayer voilà, d'agir dessus. Et donc ça, c'est notamment le rôle des mandataires, mais de l'ensemble du maillage d'accompagnement de la personne ici en elle-même. Et il y a toujours une partie qu'on ne peut pas empêcher, qui est due à l'aléatoire, le destin, à la fatalité, enfin, on appelle ça comme on veut. Hein. Et je trouve que ce qui est beau dans ce principe, c'est de se dire, on sait que dans tout risque qu'on va prendre pour l'émancipation d'une personne, il y a du sens. Il y a aussi une part de risque qui fait peur à tous et toutes. Il y a de la dignité à faire les choses en conscience de ce risque. C'est-à-dire, oui, peut-être que la personne ne va pas y arriver. Oui, peut-être qu'on va voir les limites de tels agissements. Oui, peut-être que cette fois-ci, ça va échouer ou ça ne va pas permettre à la personne de s'autonomiser. Il y a de la dignité à avoir essayé. Et c'est un principe que je trouve assez intéressant et dont je m'inspire personnellement dans ma pratique de père aidance assez facilement. Mais ce n'est pas un principe facile à mettre en application, surtout quand on a beaucoup de contraintes, notamment de temps. Je sais que les mandataires, du coup, vont avoir pas mal de temps qui est alloué à énormément de personnes différentes. Et donc, c'est une contrainte aussi que de pouvoir se dire comment je fais coexister le désir d'autonomie et d'émancipation de la personne, et en même temps, des contraintes professionnelles qui sont réelles. Je trouve très beau toutes les valeurs qui peuvent être dites là aujourd'hui, et en même temps, voilà, on sait que c'est aussi des valeurs qui peuvent entrer en contradiction parfois avec une réalité professionnelle que je maîtrise mal, hein, je vous le dis, hein, en toute transparence. Et en tout cas, j'ai pu voir une partie, et en fait, c'est une réalité que tout le monde rencontre, même dans le milieu hospitalier où moi j'exerce, on rencontre d'autres problématiques de ce type-là. Et du coup, j'avais aussi un peu en tête la question de favoriser l'autonomie. C'est sûr que sur le coup, c'est un temps qu'on investit particulier, requérir le consentement d'une personne, savoir quels sont ses projets, est-ce que chaque décision va dans le sens de ses envies, de ses besoins, est-ce qu'il y a du sens pour elle. Et en même temps, à terme, favoriser l'autonomie, c'est un gain de temps en réalité, parce que tout ce que fait la personne, c'est du travail en moins pour le reste du maillage, parce que c'est une personne du coup, qui va être plus en capacité de pouvoir agir d'elle-même et de prendre un peu voilà, du pouvoir d'agir, concrètement, en fait, c'est ça, du pouvoir d'agir. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a traversée. Sur la question de la père-aidance, parce que c'est mon métier, je pense qu'il y a plein d'enjeux autour de la père-aidance. Vous avez soulevé tous et toutes pas mal d'enjeux très intéressants. Il y a une piste autour de la père-aidance professionnelle, ça c'est sûr. Après, peut-être que ça viendra plus tardivement ou pas, je ne sais pas.
En tout cas, je trouve aussi qu'il y a une piste autour de la pérénance informelle, du fait que rien que par les témoignages, par les groupes de parole, j'ai entendu de très belles initiatives là, dans ce que vous avez décrit. Il y a quand même cette question, j'ai l'impression, dans le rapport à la personne en mesure de protection et, et, euh, et le mandataire, il y a une dimension de binôme finalement. Et moi, j'interroge aussi cette notion de binôme dans la mesure où on sait que en santé mentale, quand on va dans une hospitalisation, il y a beaucoup qui nous est apporté par nos camarades d'hospitalisation. Dans cette dimension-là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel le fait que les personnes en mesure de protection puissent échanger entre elles et s'étayer entre elles, s'apporter, se donner à voir l'évolution des choses en fonction de leurs étapes, en fonction des mesures, etc. Et donc, c'est une piste, la pérénance professionnelle, peut-être plus formelle, peut-être plus concrète, mais en réalité, je trouve qu'il y a aussi beaucoup à faire déjà avec des échanges entre les pairs, donc entre personnes concernées par une même problématique. Et tout ce que vous avez pu dire, là déjà, je trouve que c'est assez riche parce qu'on voit le ping-pong se créer. Je vois les personnes qui sont concernées, qui vont hocher un petit peu de la tête et se sentir en phase avec ce qui est dit les uns entre les autres. On voit que ça vous parle et cette périphérie-là, qu'elle a beaucoup de sens et qu'elle est très belle et qu'elle peut faire émerger pas mal d'évolutions en fait, en milieu de l'accompagnement. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. On fait des questions, je fais une intervention courte et on fait une question juste après sur les deux en pérennant. Non, oui, simplement dire de toute façon, quand on passe une fois qu'on temps son temps, on va aller avant. Très belle idée. Du coup, vu qu'on est, pour pas trop déborder, je vais faire une intervention courte. Je m'appelle Yann, je suis formateur pair, donc ça fait partie des nouveaux métiers qui se créent dans le milieu du travail pair. Je suis formateur pair indépendant, donc moi j'interviens plus sur tout le volet accompagnement au changement des pratiques. Quand on est encore changement, évolution, ou en tout cas faire avec ce qui existe déjà, à savoir que tout ce qui est approche rétablissement et initiative pair, il y en a déjà beaucoup sur le terrain en fait, et souvent on a le défaut de regarder que ce qui ne va pas. Pour être intervenu notamment auprès de mandataires de crime récemment dans le cadre de formation PSSM, je me suis rendu PSSM, pardon, les premiers secours en santé mentale, je suis formateur là-dedans. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément d'envie d'y aller et que vous y étiez déjà en fait. Il y avait souvent des contraintes ou des choses qui faisaient que ça pouvait frotter, ça pouvait bloquer, mais le simple fait déjà de questionner ça, cette autodétermination, est quelque chose de super encourageant. On n'est pas dans un espèce de déni à dire oh, ben non, tout va très bien, voilà, les personnes elles font leur chemin, nous aussi. Voilà. Ça bouge et la matinée l'a bien illustré, c'était chouette à ce niveau. Je dirais juste un petit complément sur la posture de risque, parce qu'elle me tient beaucoup à cœur. Je n'ai pas eu l'occasion dans ma vie, en tout cas, de rencontrer un juge d'être sous curatelle ou sous tutelle. J'ai eu l'occasion, par contre, de travailler avec des personnes en tant que travailleur social, parce que j'avais cette casquette-là à l'époque dans mon chemin de rétablissement. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça pouvait soulever tous les enjeux que vous avez soulevés en toute la matinée. Je ne reviendrai pas dessus. Par contre, la notion de risque, elle m'a toujours beaucoup touché sur le côté où je me disais, mais comment ça se fait que moi, on me laisse l'occasion de me planter avec tout ce que ça veut dire comme inconvénient, comme avantage, hein, et qu'en fait, eux, quand ils veulent faire des choix, on ne les laisse pas tout simplement faire leur choix, en fait. Du coup, ça a un peu nourri, moi, après, ça m'a donné un éclairage pour illustrer, pour aller m'orienter là-dessus, parce que je voulais vraiment faire accompagner ça. Juste rajouter du coup la notion d'incertitude, où dans n'importe quel guide adulte, on nous autorise à être dans l'incertitude, à être dans le flou. On ne sait jamais si telle décision va être vraiment bonne ou pas. Et de dire ça aux professionnels, du coup, mais pas qu'aux professionnels, cette notion d'incertitude, elle vient nourrir aussi une réflexion du côté de nous en tant que personnes concernées. Il faut vivre avec et il faut l'assumer. Il y a un côté où on va souvent demander aux professionnels de faire un geste et des efforts pour aller vers plus d'autodétermination, entendre plus nos droits et tout. Et c'est aussi à nous, en tant que personnes concernées, de relever les manches et de nous bouger pour les faire valoir, ces droits,
et c'est à nous aussi d'assumer certaines décisions qui sont parfois un petit peu douloureuses et dans lesquelles on est quand même confort quand c'est les autres qui les assument à notre place. Ce propos-là, je pense que il est pas politiquement correct, mais il est quand même, il représente une certaine réalité, c'est-à-dire que c'est quelque part assez confortable de rester dans une forme de, pour toutes les raisons que Rajin a bien évoquées là, une sorte de passivité face à certains choix. C'est très souvent la maladie qui nous empêche d'accéder à ces choix, hein. Donc, il ne s'agit pas de dire on est des francs-tireurs et on se la coule douce, les personnes concernées, c'est pas mon propos, hein. C'est juste de dire qu'il y a un moment où pour demander aux autres d'arrêter de décider à notre place, il faut qu'on commence à décider nous. Il faut qu'on commence à les assumer, ces décisions. Là, tout ça, ça demande quelque chose de pas si évident. Alors, on revient à la père aidance. Le père aidant, très souvent, qu'il soit professionnel ou bénévole, il a fait un cheminement là-dessus et il a commencé à bricoler des choses dans son coin. Au début, c'est du bricolage un peu informel qui ressemble à rien, mais qui commence à prendre forme et qui va vers cette espèce de lueur d'espoir que le bricoleur peut donner à voir s'il partage ça dans son salon de bricolage avec les autres. À savoir que du coup, on peut, et comme l'a dit Arjin, c'est souvent dans les couloirs d'hôpitaux qu'on commence à faire de l'entrée d'entre-pairs, à dire, oh, tu sais, t'es le psychiatre, il faut peut-être le prendre plutôt sous cet angle-là. Si tu lui parles comme ça, à mon avis, tu vas mieux te faire comprendre. Il faut lui parler très direct, avec lui, il va t'accorder peu de temps, mais en fait, il est assez correct. Si tu lui parles, il t'écoute. Ah ok, je n'avais pas pensé à faire ça. Ok. Bah, ça va être un peu pareil dans le dialogue avec les mandataires, dans le dialogue avec les familles. Il y aura des trucs et astuces dans l'entrée d'entre-pairs, on va pouvoir valoriser. Mais ça va demander que déjà ceux qui ont fait un bout de chemin vers plus d'autonomie, on soit dans cette entraide, c'est-à-dire qu'on n'aille pas dans des chemins individualistes à se dire, bon, nous, maintenant, on est tranquille, on a levé ma mesure ou machin. Ça demande déjà plus de communauté de pratique, hein, qu'on aille vers les autres et qu'on joue le jeu avec les plus récents dans le truc, ceux qui sont plus dans le besoin. Ce côté passeur d'espoir de la pérédance, encore une fois, on a beaucoup misé sur la pérédance professionnelle. La pérédance professionnelle, elle a des enjeux hyper importants pour la reconnaissance de la parole des personnes et tout ça. Et en parallèle à ça, il y a vraiment un énorme truc à jouer du côté de la pérédance informelle, de l'entrée d'entre-pairs et de la valorisation des savoirs expérientiels chez tout un chacun. Du coup, de surtout pas croire qu'il y a une guéguerre qui s'installe entre valorisation des gens compétents d'un côté et ou d'autres pseudo-compétents de l'autre. Il y a une compétence du côté de chaque personne, de chaque patient, de chaque nom que vous voulez y mettre. Et c'est super important de le garder en tête. Le point qu'on pourrait avoir en commun, si vous étiez amené à vouloir développer dans vos... Là, je parle plus pour les responsables de structure ou les équipes qui voudraient accueillir de la pérédance, c'est de venir questionner un peu aussi qu'est-ce qui va faire savoir tronc commun dans les vécus. Et là, on va se dire souvent, il nous faut un peu la perle rare, parce qu'il nous faut quelqu'un qui a fait un chemin à travers la protection des majeurs, et qui en même temps en est peut-être sorti ou pas, on ne sait pas, mais qui a pas mal d'autonomie, parce qu'il doit en même temps pouvoir gérer un groupe, il doit pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. Je pense qu'il faut essayer d'ouvrir un peu les chakras sur le champ des possibles. On a toutes les personnes qui passent par un chemin avec ou sans protection et privation de liberté due à ça. On a tous vécu l'auto-stigmatisation, la stigmatisation. On a tous vécu une nécessité de reconstruire une vie avec un chemin d'autonomie. Parce que le point que j'ai en commun, moi, avec les personnes qui sont en mesure sous protection dans la pièce, moi, je ne l'ai pas été. Par contre, j'ai été dans l'incapacité d'ouvrir mon courrier pendant 17 ans de ma vie, avec des gros problèmes judiciaires et financiers qui sont ajoutés. Comme j'ai été dans une certaine précarité, voire une grande précarité à un moment de ma vie, ce qui est le cas aussi de pas mal d'entre eux. Essayez peut-être de regarder tout ce qui fait commun, plutôt que de voir qu'est-ce qui va être la perle rare, un père aidant idéal qui représenterait voilà, celui qui serait à même de tenir un projet hyper ambitieux. Dernière phrase, vouloir la père aidance, c'est super, mais cet accompagnement au changement des pratiques, il faut à tout prix que ce soit toutes les équipes qui soient accompagnées vers ça. On ne déploie pas de la père aidance à un endroit où on n'a pas laissé le temps de s'installer ces temps de dialogue, d'échange qui sont précieux, qui ont été pas mal soulevés de la matinée, pour qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'un échange de substrat, d'une vraie qualité d'accompagnement. Le père aidant, s'il arrive là-dedans et qu'on a 10 minutes par personne à consacrer, forcément, ça ne va pas le faire. Du coup, ça demande peut-être aussi, avant de vouloir installer la père aidance, de remettre à plat tous les systèmes d'accompagnement qui sont en place,
pour qu'ils aillent vers plus. Donc je sais que c'est super facile à dire. Je me doute que c'est un gros chantier dans lequel la plupart des structures, vous êtes déjà bien engagés. Mais voilà. Merci. Merci pour ces témoignages, pour ces présentations. Je ne sais pas si vous avez des questions, il y a des remarques à faire. Je sais qu'il est déjà midi et quart, mais voilà. Une petite phrase. Alors, juste une petite phrase pour terminer, de mon côté, hein, du moins. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. C'est une interconnexion. Donc, pour rebondir à ce que disait Yann, par rapport à la mise en protection, laquelle, où je suis acteur, je ne sais pas comment dire, je parle même moi à chaque fois que je bénéficie d'aide. On se complaît au fait de ne pas remplir ses papiers, tout ça. Les sous, c'est une chose, on a de l'argent tout le mois, ok. Mais on se complaît au fait de ne pas remplir ses papiers, pas en remplir. Parce qu'on a une curatelle renforcée, qu'on n'a pas à faire ci, à faire ça. Et, on nous parle de la curatelle simple loin. Faudra y penser, qu'il faudra se projeter, qu'il faudra y adhérer. Compliqué, mais il faut s'y mettre, hein. Il y a un moment donné, il faut s'y mettre. Et comme le père et lance, hein, c'est ce que disait Yann. J'aurais jamais fait personne en système mental à la rade de Lyon si j'avais pas été dans les couloirs de l'hôpital à me dire toi, tu fais comment pour avoir les sorties d'un parc? Comment tu fais pour avoir des temps plus ouverts, des temps plus auprès du psychiatre, auprès des infirmiers, parce qu'à l'hôpital, on n'a pas les clés, quoi. On n'est pas à moins d'être perdant, quoi.